Les jeunes, on en parle ce soir, ils sont de plus en plus nombreux à rêver d'Europe et à tenter d'y aller même de façon clandestine. En Côte d'Ivoire, la ville de Daloa au centre-ouest du pays est la plaque tournante pour ces départs clandestins. 19 septembre 2002, une date importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle marque le début de la crise politico-militaire. Ce jour-là, une tentative de coup d'État ébranle le pays. Ce sera votre éphéméride. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Ils sont jeunes et rêvent d'une vie meilleure en Europe. Ils sont de plus en plus nombreux à tenter d'y aller, se heurtant très souvent aux portes de la Méditerranée où des morts sont enregistrés en masse. En Côte d'Ivoire, la ville de Daloa, au centre-ouest du pays, est la plaque tournante pour les départs clandestins vers l'Europe. Le dossier porte la griffe d'Hamza Diaby. Tu fais le tour de Daloa, tu as l'impression que le temps s'est arrêté. Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, la jeunesse se dit désemparée, frappée par la misère. Pour elle, rien ne se profile à l'horizon. Nous n'avons pas d'emploi. On n'a rien, on ne fait rien. Nous sommes là, comment on se débrouille? Sur la route même, difficilement, il n'y a rien. Nous avons des diplômes, on a ici, ça ne va pas. Alors, solution trouvée par la plupart d'entre eux, fuir, partir vers une terre certes inconnue, mais où la vie serait bien meilleure. L'Occident. Pour eux, c'est l'Eldorado. Italie, France, Allemagne, Angleterre. Pour ces jeunes, la qualité de vie dans ces pays est celle dont ils rêvent. Où nous, on sait qu'on peut réussir facilement, c'est là-bas. Émigrer clandestinement, oui, c'est leur décision. D'autres y sont parvenus, pourquoi pas eux? Partir par la voie légale, non, trop long, trop coûteux, avec beaucoup de risques d'échec. Le chemin choisi pour rallier l'Europe est pourtant périlleux et dangereux. J'ai passé par le Mali. Mali maintenant, bon, j'ai traversé le désert pour rentrer en Algérie. Nous avions passé d'abord dans le désert, vraiment. Là, on a fait au moins 2 jours sans de l'eau. Il y a un qui était avec son petit frère, peut-être par soif. Lui, il est décédé. Même s'ils sont conscients de la dangerosité du voyage, leur détermination prend cependant le pas sur la raison. Les candidats au voyage ne se laissent pas décourager par ceux qui l'ont tenté avant eux et qui sont revenus effrayés par la certitude de la mort. Dans 2 jours, là, je suis prêt à partir même sur l'eau. Il n'y a pas de l'air, mais avec ça, on sait qu'on peut arriver en Europe. En Europe, là-bas, c'est un peu, on va s'avancer. C'est pas moi, il n'y a pas encore l'argent. Je vais partir avec tout mon village même. De Daloa à Paris ou en Italie, le chemin est long. Le nombre d'intervenants aussi. Des intervenants pour qui le business est rentable. Cela au grand désarroi de familles entières qui s'endettent la plupart du temps pour supporter les frais de voyage du fils, du frère, de la sœur ou de l'époux. J'ai pris 500 000 francs de ma maman pour voyager en Libye avec ça. C'est avec le soutien des parents. Il y a certains parents même qui vont jusqu'à enlever les enfants à l'école et puis bon, ils financent. Et ils font partie des enfants sur l'eau. Les Camorassiens sont au début de la chaîne, ils sont incontournables. Inous en est un, il est passeur. Son réseau est selon lui l'un des plus sûrs de la région. On décide le prix avec les parents. Bon, avant on prenait 1,2 million, maintenant on a 1 million maintenant. Notre Camorassien est parfaitement informé des dangers du voyage, mais pour lui, il ne fait que venir en aide à de jeunes ambitieux qui souhaitent réaliser leurs rêves. La route là même là, une fille, si tu empruntes la route là, dis-toi que si tu vas arriver en Italie, ils vont te violer. Ils vont sortir avec toi, mais ça c'est obligé. Daloa serait-elle la plaque tournante de ce phénomène? En tout cas, le départ volontaire mais illégal vers l'Europe intéresse ici de plus en plus de jeunes. Face à la situation, l'État ne reste pas sans réagir. Il était impératif d'organiser des campagnes de sensibilisation pour que nos frères et sœurs comprennent que beaucoup de nos frères meurent dans l'eau et certains meurent aussi en tentant de traverser le désert. Et pourtant, la cité de Daloa continue de se vider de ses jeunes. Nous ne sommes pas restés les bras croisés, nous avons engagé des séances de sensibilisation. Les ONG qui maîtrisent ce domaine sont venus ici pour parler à nos jeunes, etc. On fait le maximum, mais écoutez, c'est pas toujours facile. Les nombreuses campagnes de sensibilisation entreprises par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur donnent tout de même des résultats encourageants. Non, moi je ne veux pas. Cette voie-là, ça ne m'intéresse pas. Les amis qui sont partis là, les témoignages qu'ils font là, la voie là n'est pas facile.
même si ces voyages clandestins et à haut risque sont encore et toujours organisés. Si un frère qui est prêt aujourd'hui qui veut partir en Italie, je veux l'aider, il va rentrer. Je sais qu'Inch'Allah, il va rentrer. Je travaille avec des bonnes personnes, j'ai confiance à eux. Qu'est-ce qui pourrait bien retenir ces jeunes, les dissuader d'emprunter ce chemin quasi certain de la mort? La majorité des jeunes qui vont, ce sont des jeunes qui sont, je veux dire, sans qualification. Et ces jeunes qui sont sans qualification-là, leur champ d'action, c'est le black market, c'est le grand marché, ce sont les ateliers. Ce black market-là est aujourd'hui détruit. Les jeunes sont assis à même le goudron en train de vendre. Et encore, il y a une nouvelle décision qui est venue dire que ces jeunes doivent libérer les trottoirs parce que les véhicules doivent stationner là-bas. Bon, c'est la triste réalité, quoi. Là, plus rien n'est pareil à Daloa. La ville perd sa ressource humaine. Elle se vide de ses bras valides, de cette jeunesse qui, face au désespoir, a fait son choix. Réussir, au risque de périr, l'Eldorado ou la mort. Mais mes proches comptent sur moi. Mais apparemment là-bas on ne veut pas de moi. Le rêve brisé entre quatre murs, Lampedusa. Daloa, le grand navire, c'était un dossier qui porte la griffe de Hamza Diaby. Retour dans ce journal sur cet incendie qui a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi une grande partie du marché de la commune d'Abobo. Près de 2000 commerçants dans le désarroi le plus total. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était aujourd'hui sur le site dévasté pour exprimer la compassion du gouvernement. Il a remis une enveloppe de 30 millions de francs CFA. La mairie d'Abobo était aussi aux côtés des sinistrés. Direction l'Afrique du Sud où après un boom immobilier, la ville du Cap s'urbanise au maximum avec la flambée des prix des logements. La classe moyenne est chassée du centre-ville au profit des plus aisés, mais certains ont décidé de se battre contre les expulsions. Regardez. Dans cet hôtel de luxe au Cap en Afrique du Sud, des dizaines de locataires en colère. Menacés d'expulsion avec l'inflation des loyers, ils se sentent oubliés par les politiques et les propriétaires réunis dans cette salle pour parler logement. Les scandales au sein du gouvernement et le ralentissement de l'économie sud-africaine ont fragilisé le marché immobilier. Mais le Cap est une exception. Les gens veulent habiter au Cap, ils veulent le mode de vie qui va avec. La population de la ville ne cesse d'augmenter, la demande de logement s'amplifie, mais l'offre, elle, ne suit pas. Depuis 35 ans, Charmaine Marcus loue un appartement à Woodstock, en plein cœur du centre historique du Cap. Impuissante, elle a assisté à la transformation du quartier. Il est devenu tendance pour les jeunes professionnels, au détriment des populations moins aisées poussées au départ. Comme beaucoup avant elle, un matin Charmaine s'est réveillée avec un courrier d'expulsion dans sa boîte aux lettres. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Recevoir ça maintenant, après toutes ces années? Ça m'a brisé le cœur. Ils ne veulent pas de nous ici. Dans l'urgence, la ville du Cap a offert aux expulsés des hébergements à 30 km de là. Mais certains refusent de partir aussi loin. Chen et ses amis ont donc décidé d'occuper cet hôpital abandonné du quartier. Ces immeubles ne sont pas utilisés. Je ne comprends pas pourquoi la ville veut abandonner de telles ressources. Cette ville ne nous aide pas, elle est contre nous. Les personnes sont expulsées à 40, 50, 60 km du centre. Là-bas, leur voix ne compte plus. Il n'y a pas de système de transport, pas de service de santé. La mairie du Cap affirme chercher d'autres solutions, mais ces hébergements d'urgence sont tout ce qui est proposé pour le moment. Notre objectif, c'est d'identifier les sites disponibles un peu partout en ville. Comme ça, s'il y a une expulsion ou une urgence, les gens ne doivent pas se reloger à l'extérieur de la ville. Il devient très difficile pour la classe moyenne de vivre au Cap aujourd'hui. En 5 ans, le prix d'achat des logements a plus que doublé. À présent, revenons sur une page d'histoire. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Le 19 septembre 2002 marque le début de la crise politico-militaire dans le pays. Ce jour-là, une tentative de coup d'État éclate, coupant le pays en deux. C'est une crise sans précédent. Votre éphéméride avec Ami Coulibaly. À la mort de Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993, Aimé-Henri Konan Bédié, alors président de l'Assemblée nationale, assure l'intérim jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Le 8 décembre 1994, une révision du code électoral impose aux candidats à la présidentielle de prouver leur ascendance ivoirienne.
Le 22 octobre 1995, contre un seul candidat, Henri Konan Bédié est élu président de la Côte d'Ivoire avec plus de 96% des voix. 5 ans après, le 24 décembre 1999, à la suite d'une mutinerie qui se transforme en coup d'État, le président Henri Konan Bédié est renversé par l'armée. Le général Robert Guéhi est placé au pouvoir jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Le 23 juillet 2000, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Seuls les Ivoiriens nés de parents ivoiriens peuvent se présenter à une élection présidentielle. Le débat se focalise notamment sur la mention « et » de l'article 35. Le candidat à l'élection présidentielle doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Une élection présidentielle se tient le 22 octobre 2000. 14 des 20 candidatures n'ont pas été acceptées par la Cour suprême. Robert Guéhi perd l'élection présidentielle. Il arrive en seconde position derrière Laurent Gbagbo, mais s'autoproclame président de la République, ce qui déclenche d'importantes manifestations. Le 26 octobre 2000, la commission électorale proclame Laurent Gbagbo président. Des manifestants proches d'Alassane Ouattara descendent dans les rues et demandent la tenue de nouvelles élections. La candidature de ce dernier et d'Henri Konan Bédié n'avait pas été acceptée. Laurent Gbagbo, élu président de la République, prend les rênes du pays. Le 19 septembre 2002, une tentative de coup d'État a lieu de manière simultanée à Abidjan, Bouaké et Korogo. Le 17 octobre, un cessez-le-feu est signé, mais en novembre 2002, le mouvement populaire ivoirien du Grand Ouest, MPIGO, et le mouvement pour la justice et la paix, MJP, prennent le contrôle des villes de Mans et d'Anané dans l'ouest du pays. Puis la France pousse à la négociation et le 26 janvier 2003, les accords Kléber dits de Marcoussis sont signés entre forces combattantes et pouvoir. Des soldats de la CEDEAO et 4000 soldats français de l'opération Licorne sont placés entre les belligérants. Le 27 février 2004, dans sa résolution 1528, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise la formation de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui regroupe les forces françaises et celles de la CEDEAO pour une durée initiale de 12 mois à compter du 4 avril 2004. Courant décembre, le président Gbagbo relance le processus de modification de la Constitution prévu dans les différents accords de Marcoussis comme d'Accra III. Le 17 décembre, le projet est adopté par l'Assemblée nationale. Cette modification ne porte que sur un mot de l'article 35, la phrase « Le candidat doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine », ce qui ouvre la candidature de Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. Le 2 décembre 2010, la première élection présidentielle démocratique que connaît la Côte d'Ivoire aboutit à un conflit. On assiste à un bicéphalisme à la tête de l'État. Selon la CEI, Alassane Ouattara obtient 54,10% des voix. Le Conseil constitutionnel invalide ces résultats et déclare Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté. Voilà qui marque la fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.